Bonjour à tous, merci pour cet accueil chaleureux. Pour se mettre tout de suite en musique, je vous propose de regarder cette petite vidéo et bien comprendre de quoi on va parler. Tu as une sorte de rectangle, d'accord? Et là, tu as le pilier latéral de l'omoplate. C'est une opération délicate, la pose d'une prothèse d'épaule. Équipé d'un casque de réalité augmentée, le chirurgien attrape l'hologramme de la reconstruction en 3D de l'anatomie de son patient et le fait glisser sur la partie à opérer. Le corps du patient devient transparent. On est au début d'une aventure qui a un vrai intérêt médical. Standardiser les interventions chirurgicales, diminuer le risque d'erreur médicale. C'est la grande innovation, c'est que le chirurgien n'est plus tout seul au bloc opératoire. Alors le 5 décembre, on a fait la première intervention de chirurgie de l'épaule. J'avais accès à l'imagerie, donc aux données du patient à la demande, tout en restant tout à fait stérile. La problématique, c'est que les fichiers médicaux viennent des scanners et des IRM et que le poids informatique de ces fichiers est assez important, ce qui les rend inutilisables, bruts dans les lunettes. Comment est-ce qu'on va donner accès à cette image au chirurgien pendant qu'il opère? Quand le docteur Grégory opère, les calculs sont faits sur Azure GPU. Là, le chargement est instantané puisque c'est directement dans le serveur. Il n'y a pas à transférer les données sur les lunettes. Le format, il reste dans le cloud, donc il n'y a pas de transcription d'images vers le support HoloLens. Du coup, on a facilité grandement un accès à ces données. Le chirurgien peut communiquer avec quelqu'un qui est à l'extérieur du bloc opératoire et cette personne qui est dans son bureau à l'extérieur du bloc opératoire peut voir exactement ce que voit le chirurgien grâce aux 2 caméras qui sont sur les lunettes, hologramme inclus, et pouvoir discuter, communiquer avec le chirurgien. Avec la composante Microsoft HoloLens, je vais mettre un patient virtuel. C'est assez intuitif d'aller se déplacer autour de cet élément, de ce patient virtuel, de rentrer à l'intérieur quand je vais vouloir voir l'intérieur du corps humain, et enfin de naviguer avec ses doigts pour aller simplement l'attraper, le déplacer. Là, on est maintenant dans la chirurgie augmentée. Pendant l'acte chirurgical, je vois ce que mon œil ne peut pas voir. Donc actuellement, on peut voir le squelette grâce à ce système, et puis ensuite les muscles, les tendons, les nerfs, les artères, pour faire vraiment de la chirurgie mini-invasive, tout en optimisant le positionnement, enfin le résultat de ma chirurgie. Pour le patient, ça amène une sécurité de la chirurgie qui est incroyable. Et moi, je peux imaginer l'année prochaine avoir un dispositif où, en tant que chef de service, je suis responsable des interventions qui se font au bloc opératoire à Avicenne. On a 3 salles opératoires. Eh bien, je peux avoir sur mon bureau une supervision de ces 3 salles opératoires via un dispositif de réalité augmentée que portent mes assistants et pouvoir, du coup, leur prodiguer des conseils à distance ou, au contraire, eux peuvent m'appeler, me dire « Mais voilà, docteur Grégory, j'ai une difficulté, là, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je peux voir ce qu'ils voient, interagir avec eux, augmenter leur champ vision par des hologrammes. C'est ça la sécurisation du vol chirurgical et c'est ça la grande révolution qu'amène cette technologie. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de sécurisation de la chirurgie et de la médecine. On va parler de technologie, on va parler de données. Alors une petite expérience qui est la nôtre en chirurgie à l'Université Paris 13. Parlons de la révolution du numérique. La révolution du numérique, c'est la 3e révolution industrielle. Elle a commencé dans les années 60 à 70. Et comme toute révolution, elle n'a pas une évolution qui est linéaire, mais bien une évolution qui est exponentielle et qui est marquée par des boosters. Alors le premier booster, c'est dans les années 80, l'ordinateur pour tous. C'est ceux de ma génération qui ont joué avec les premiers TO7. Et puis le deuxième booster, c'est Internet, dans les années 2000. Troisième booster, c'est le smartphone. Le smartphone, c'est il y a un peu plus de 10 ans. Et à l'époque, on se demandait pourquoi un smartphone, un téléphone, c'était fait pour appeler en appuyant sur des touches. On voit bien maintenant que le smartphone est devenu un élément indispensable de notre vie quotidienne. Le booster actuel, c'est l'intelligence artificielle. Alors où en est-on de cette révolution du numérique? Probablement encore à ses débuts.
La perception de l'intelligence artificielle, mais le professeur Benani va en parler de façon beaucoup plus éloquente, c'est souvent le robot humanoïde. Et pour nous, chirurgiens, c'est le médecin humanoïde qui va remplacer le médecin réel. Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est pas ça. Encore une fois, professeur Benani vous en parlera. Ce n'est pas ça parce que l'intelligence artificielle, actuellement, ce qu'elle sait faire, c'est tout un tas de choses. Elle sait reconnaître des images, reconnaître des sons. Ce qu'elle ne sait pas faire, c'est avoir ce qu'on appelle du bon sens, du sens commun. Il y a beaucoup d'initiatives, et vous entendez dans la presse, dans les médias, beaucoup d'initiatives autour du numérique et de l'IA en médecine, et parfois il est un peu difficile de faire la part des choses et de bien comprendre, d'avoir une vue d'ensemble de ce que le numérique et l'IA vont changer, même transformer la médecine. Et avec Younes Benani, on a proposé cette classification. En fait, cette classification, elle comprend 6 domaines. Le premier domaine, c'est les big data, la médecine personnalisée. Qu'est-ce que c'est ? C'est, jusqu'à présent, la médecine, elle se basait sur des évaluations sur une population d'un traitement. Donc on faisait un traitement, on avait un résultat qui correspondait à une courbe gaussienne et on disait, voilà, à 5% près, le traitement est efficace pour la population. La médecine personnalisée, c'est une transformation, c'est une meilleure connaissance de chaque individu dans son environnement. Par exemple, c'est la carte génétique. Avec la carte génétique, on va pouvoir prédire si vous êtes à risque de développer une maladie grave, et via la thérapie génique, on va pouvoir traiter cette pathologie avant qu'elle n'apparaisse. Alors en chirurgie orthopédique, chirurgie des os et des articulations, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, avec cette montre connectée, je peux analyser 700 données du mouvement de mon membre supérieur. À partir de ces données, je peux objectiver le moment où, pour une douleur de l'épaule, cette douleur est apparue, la corréler avec une répétition de gestes qui sont pathogènes, et surtout, proposer un traitement qui est dépendant de l'activité du patient. J'utilise mon bras de façon différente de celle que vous utilisez votre bras. Et peut-être que le traitement qui me conviendra sera différent du traitement qui vous conviendra. Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est la télémédecine. Alors la télémédecine, c'est bien plus que consulter un patient à distance. Vous savez combien d'heures un médecin généraliste devrait lire la littérature scientifique pour se tenir à jour de cette littérature ? 664 heures par semaine. Évidemment, c'est impossible pour un humain seul. Avec le numérique, avec l'IA, les choses vont peut-être devenir plus rationnelles. Le troisième domaine, c'est la simulation, donc la formation par la simulation, et on ne va pas trop s'y attarder là, parce qu'on va en parler un tout petit peu après. Le quatrième domaine, c'est le patient augmenté. Alors, qu'est-ce que c'est que le patient augmenté ? Finalement, c'est la technologie qui permet de pallier le déficit d'organes. Vous avez peut-être entendu parler du cœur artificiel. Vous avez des patients qui sont en insuffisance cardiaque terminale, qui ne sont pas éligibles à une greffe cardiaque. Eh bien, on leur met une pile numérique qui leur permet de continuer à vivre. Pour le chirurgien augmenté, on va en parler. Pour le chirurgien orthopédiste, on va en parler un peu plus loin, parce que c'est une des thématiques que l'on a. C'est la main bionique, la main de Star Wars pour les amputés du membre supérieur. Et vous allez voir, on n'en est pas très loin. Et le dernier domaine, c'est le chirurgien augmenté, dont on va également parler. Il y a un dernier point que je n'ai pas mis ici, qui est le patient partenaire, et qui est finalement la résultante de tout cela. Jusqu'à présent, jusque dans les années 2000, on avait une médecine qui était basée sur l'héritage grec, avec un sachant, le médecin, et un patient, qui finalement se fiait intégralement au savoir du sachant. Et bien avec les données qui sont disponibles sur Internet, le patient s'est mis à s'informer sur sa propre maladie. Il a même créé des forums, par exemple Doctissimo, vous avez peut-être entendu parler, et finalement les patients qui avaient des
pathologies rares ou des pathologies chroniques se sont mis à mieux connaître leur maladie que certains médecins généralistes. Et donc maintenant, le patient est partenaire de son traitement, et s'il n'est pas partenaire de son traitement, il refuse ce traitement, et il a bien raison. Le point commun de tous ces domaines, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans le mille, c'est l'IA. Alors on a vu le bénéfice pour la santé du numérique. Je vais aller très vite sur le fait que c'est également un enjeu pour notre pays, puisque c'est un enjeu économique. Vous avez cette étude de Frost et Sullivan en 2015 qui estimait que l'IA, le marché de l'IA, représentait plus de 6 000 milliards de dollars à l'horizon 2021. Parlons maintenant de technologie, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, et on va simplement introduire le sujet. Qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle ? C'est ce que vous voyez à gauche. J'ai un casque, mais il est opaque. Je regarde Jurassic Park dans mon casque, eh bien, je vois les dinosaures, j'entends un bruit derrière moi, je tourne la tête et je vois le tyrannosaure. Donc, c'est un casque qui a des propriétés immersives. La réalité augmentée, c'est ce que vous voyez à droite, sur ce pilote d'hélicoptère de combat, il a un casque, et sur ce casque s'affichent des données qui sont généralement alphanumériques, et qui lui permettent de voler avec des données qui sont de façon ergonomique présentées à son champ de vision. Donc sa réalité est augmentée par des données. Alors on m'a demandé de parler du chirurgien augmenté, mais je voudrais quand même introduire, puisqu'on est dans une université, sur la simulation, la formation par la simulation qui est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que j'aimerais vous faire réfléchir sur le terme expérience. Si vous avez à vous faire opérer, vous allez choisir un chirurgien qui a de l'expérience. Mais qu'est-ce que c'est que l'expérience ? Eh bien, l'expérience, c'est l'apprentissage par l'erreur. Alors, qui veut être le patient sur lequel le chirurgien échoue pour que celui-ci devienne meilleur ? Évidemment, personne. Et c'est tout ça l'enjeu de la simulation. Alors, vous avez cette étude un peu alarmiste du British Medical Journal qui soulignait bien l'importance de la simulation, puisqu'il identifiait les erreurs médicales comme la 3e cause de mortalité aux États-Unis. Or, comment on fait pour se former lorsqu'on est chirurgien ? Eh bien, on regarde au bloc opératoire en tant que interne, avant ça externe, mais si vous analysez, et puis on lit. Alors si on lit quelque chose, si on lit un texte, ça a été bien étudié par le National Training Laboratories, lorsque je lis une technique opératoire, mon cerveau retient 10% de la technique. En revanche, si je regarde une vidéo d'une technique chirurgicale que je veux reproduire, mon cerveau retient le double, mais ce n'est que 20% de la technique. Mais si je m'entraîne à cette technique en faisant les gestes, eh bien là, mon cerveau retient 75% de ce que je fais. Comment s'entraîner si ce n'est pas sur le patient ? Eh bien, jusqu'à présent, on avait le laboratoire d'anatomie, les cadavres, si vous voulez. Simplement, sur 100 opérations que l'on fait, le chirurgien peut-être s'est entraîné sur 10 opérations au laboratoire d'anatomie, parce que c'est une ressource qui est difficile d'accès. Et il n'a pas fait l'ensemble de sa courbe d'apprentissage, il l'a fait 1 ou 2 fois. Et c'est ce gap que doit remplir la simulation. Alors en 2014, on avait fait la première application médicale pour les lunettes Oculus, qui sont des casques de réalité virtuelle, en se disant mais peut-être que les propriétés immersives de la réalité virtuelle peuvent être utilisées à bon escient pour la formation des chirurgiens. Donc j'avais opéré avec sur mon front 2 caméras GoPro grand angle qui filmaient l'intervention chirurgicale, et mon interne avait par la suite revécu l'intervention chirurgicale dans un casque de réalité virtuelle, et finalement la preuve de concept c'était sa réaction. C'est extraordinaire, je vois plus de choses que quand j'étais au bloc opératoire en train de regarder l'opération, parce que là je suis à la place du chirurgien,
mais en plus avec des super pouvoirs, puisque je peux me balader, voir ce que moi je faisais en tant qu'assistant, voir ce que faisait l'instrumentiste sur sa table, l'anesthésiste, etc. Donc on a continué l'aventure et on a aidé un éditeur de contenu de réalité virtuelle à créer un jeu sérieux. Je montre quelques images. Un jeu sérieux d'une intervention chirurgicale. Donc là, vous avez un externe. Il s'est habillé comme un chirurgien. Peut-être qu'il pensait que sa mère allait regarder la vidéo, alors il est tout content. Et il est dans mon bureau. Et voilà, à gauche, vous avez ce qu'il voit. Donc il reproduit les gestes d'une intervention de prothèse de genou, puisque finalement, une intervention chirurgicale, c'est une succession d'étapes. Et si vous voulez être bon, pertinent, il faut standardiser la succession d'étapes. C'est comme pour toute procédure. Alors, en plus, dans ces jeux, ça c'est un autre éditeur avec qui on a travaillé, on peut jouer à plusieurs dans le même environnement. Et ça, on a validé le fait que ça remplit les 3 piliers de la formation. Le premier pilier, c'est donc l'immersion. Lorsque je fais les gestes, mon cerveau retient 75% de ce que je fais. Le deuxième pilier, c'est la répétition. Et là, je peux répéter autant de fois que je veux. La répétition est sans risque pour le patient. Et le troisième pilier de la formation, c'est l'effet, ce qu'on va appeler la gamification, mais tous les gens qui ont des enfants savent que si vous avez un enfant qui ne veut pas apprendre, il n'apprendra pas. Il faut être motivé pour apprendre, et c'est vrai que jouer dans un jeu sérieux, ça a un effet stimulant, même quand on a 40 ans. Le projet que l'on a avec la faculté de médecine est celui de créer un jeu sérieux d'apprentissage du lavage des mains. Alors, ça paraît idiot, mais les infections nosocomiales, donc les infections attrapées à l'hôpital, en France, causent autant de morts que ne causerait le crash de 10 Airbus A380. Donc c'est très très important, c'est des enjeux économiques qui sont énormes, et les données OMS, c'est que une infection nosocomiale sur 2 est liée à un défaut de lavage des mains. Alors, l'objectif, c'est d'utiliser évidemment un outil pour pouvoir interagir dans le jeu sérieux, qui est un outil grand public, et on travaille avec une start-up qui utilise la caméra d'un iPhone ou d'un smartphone ou d'une tablette pour pouvoir interagir dans le jeu sérieux. En fait, toute la difficulté, c'est qui va payer pour le codage du jeu sérieux. Et finalement, c'est la pierre angulaire qui est pas encore facilement résolue. Alors, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, mais je pense qu'on va y arriver dans les mois qui viennent. Notamment grâce à des assurances. Alors le chirurgien augmenté, puisque c'est le thème de cette présentation, moi quand j'étais petit j'étais un fan de Tintin, et dans Tintin il y a Objectif Lune, et dans Objectif Lune vous avez les Dupont qui passent derrière une vitre et on voit leur squelette. Alors pour le chirurgien orthopédiste, celui des os et des articulations, voir le squelette, c'est un peu le Graal. Alors comment voir le squelette ? Eh ben, il y a différents systèmes qui ont été mis en place, la navigation, l'impression 3D, je passe, mais ce que je voulais voir, c'est vraiment les choses de visu. Alors on a commencé à travailler avec Thales, et donc avec leur casque de pilote d'hélicoptère de combat. Évidemment, on ne pouvait pas amener un patient à opérer chez Thales, ni même un cadavre, donc on a amené un jambon. Et donc on a fait la première presse de concept en utilisant leur casque de pilote d'hélicoptère de combat qui s'appelle le Top Owl. Je vais vous montrer quelques images. Ça s'appelle le Top Owl, donc l'œil de la tête de chouette, parce que ça permet aux pilotes d'avion de voler la nuit. Et alors je vais peut-être passer... J'arrive pas à passer... Et donc l'idée, c'était d'utiliser de la technologie qui est développée dans un autre domaine que la médecine et de la transférer à la médecine. Parce que si vous voulez utiliser de la technologie et de la développer pour un geste chirurgical, c'est extrêmement coûteux et vous n'utilisez probablement pas les bonnes technologies.
Donc on remercie Thales pour cette preuve de concept. Il y a un peu de blabla qu'on va passer. Ça, c'était au laboratoire de chez Thales. On a évidemment passé le jambon dans un scanner pour voir son squelette. À l'époque, j'étais à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et vous allez voir, après on va passer les images de ce que l'on voit. Voilà ce que je voyais dans mon casque de pilote d'hélicoptère de combat. Donc je voyais le squelette du jambon à travers le jambon, et j'ai présenté ça dans un congrès sérieux, hein, le congrès national de la Société française de chirurgie orthopédiste, et mes collègues étaient sur leur banc. Quand est-ce qu'on a ça au bloc opératoire? Eh bien, finalement, c'est de la technologie qui est lourde, en plus c'est de la technologie militaire, donc les militaires n'étaient pas très enclins à nous faire utiliser ça, en tout cas à diffuser ça de façon assez large. Et Microsoft, en 2017, a développé un casque qui s'appelle les HoloLens. Et en fait, a introduit un nouveau concept qui est de la réalité mixte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce casque? En fait, c'est pas un casque. C'est un vrai ordinateur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un ordinateur qui a 2 caméras, qui a des capteurs, qui sont des capteurs d'intelligence artificielle, qui permettent d'interagir avec l'ordinateur, non pas avec un clavier ou une souris, mais par commande gestuelle, en faisant des gestes qui sont vus par la caméra et compris par l'ordinateur, ou alors par commande orale. Et en plus de ça, l'ordinateur a un logiciel de photogrammétrie, donc un laser, qui lui permet de savoir où est le sol, où est le plafond, où sont les murs, où vous êtes, pour pouvoir placer sur votre environnement réel des objets virtuels, c'est-à-dire des hologrammes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la réalité mixte. Alors vous l'avez vu en vidéo introductive, on ne va pas en reparler. On avait fait cette intervention chirurgicale de prothèse d'épaule maintenant il y a plus d'1 an de cela. Il faut, avec un très bon résultat, on était connecté avec des chirurgiens qui étaient aux États-Unis, en Corée et en Angleterre, et finalement, pour la première fois, le chirurgien avec un cockpit, à l'instar du pilote d'avion. Et on se disait, ben voilà, ça y est, on a passé l'élément clé. Jusqu'à présent, on en était au chirurgien artiste. Le résultat de la toile est dépendant uniquement de l'agilité du chirurgien. Eh bien, au chirurgien numérique, au chirurgien pilote d'avion, qui a une technologie qui lui permet de décoller et d'atterrir sans risque, quel que soit le pilote. Évidemment, on a développé ça. Alors là, on a développé ça pour d'autres articulations. Là, c'est la hanche. Et puis, on a développé également, on a fait la première intervention de chirurgie des petits os du carpe, c'est-à-dire les petits os du poignet sur hologramme. En fait, on a quand même des limites avec ce premier casque, cette première version qu'elle est difficile d'utilisation. Les capteurs d'intelligence artificielle ne sont pas encore suffisamment poussés. Mais c'est un petit peu comme le premier iPhone. Le premier iPhone, en 2017, les gens se trouvaient que c'était les applications, à quoi ça sert, parce que c'est pas facile d'utilisation. Eh bien, récemment, Microsoft a sorti ses HoloLens 2, la version 2, que j'ai essayé. Actuellement, il n'y a que 2 paires en France, et avec une manipulation des hologrammes qui est comme celle-ci. Donc, totalement incroyable, et avec un système avec lequel on peut interagir de cette façon-là, là on voit déjà possiblement une utilisation à grande échelle au bloc opératoire. Et on attend, Monsieur le Président, on attend avec impatience que Microsoft nous donne nos 15 lunettes HoloLens que l'on a précommandées. On devrait être les deuxièmes en France à les avoir après Airbus. Alors on est très très content, mais tant qu'on les a pas, on les a pas, et on peut pas avancer. On est un peu pas bloqué, mais c'est vrai qu'on les attend avec impatience. Alors tout ça, ça nous a conduit avec Younes Benani à créer au sein de la Maison des Sciences Numériques un institut développé à l'IA et à la chirurgie. L'élément
centrale de ce centre, et on l'a construit comme une tour de contrôle. Je vous ai dit, le chirurgien pilote de ligne, il a son cockpit, mais le pilote de ligne, il a aussi une tour de contrôle qui va pouvoir contrôler les atterrissages, les décollages, mais qui récupère également des données des vols des avions pour créer les algorithmes qui vont permettre de sécuriser encore un peu plus les vols. Eh bien, on a créé notre centre de la même façon. Donc, on va connecter l'ensemble du bloc opératoire d'Avicenne et des chirurgiens de mon service, mais également des autres services, parce qu'on a la chance dans ce petit hôpital d'avoir des stars. On a le professeur Martineau qui a fait la première greffe de trachée au monde en chirurgie thoracique et vasculaire. On a le professeur Trézalé qui vient d'arriver de la Pitié-Salpêtrière et qui est une star en chirurgie digestive endocrinienne, le docteur Giocanti en ophtalmologie. Donc on va connecter l'ensemble des chirurgiens à notre tour de contrôle pour pouvoir récupérer des données qui feront les algorithmes et finalement les outils, les applications du cockpit de demain. On a d'autres sujets de recherche et je vous les présente rapidement parce qu'ils sont tous liés à l'IA. Là, c'est un sujet de recherche qui est lié à la télémédecine et à la médecine personnalisée, qui est via la création d'une plateforme, une application, si vous voulez, pour les patients, leur permet d'être partenaires de leur traitement, de leur rééducation après la chirurgie, mais en étant partenaires de leur traitement, ils vont aussi renseigner dans l'application des données de leur évolution qui nous permettront ensuite de mieux cerner le patient et de mieux adapter la prise en charge post-opératoire. Alors, on va passer ça. Dernier domaine, c'est la main bionique. Un de mes assistants a fait la première implantation d'une main bionique selon la technique TMR. Alors, je vous laisse regarder cette petite vidéo de quelques secondes. Flexion. Ouverture de main. Fermeture de main. Extension. Flexion. Pronation. Donc vous voyez, on n'est pas très loin de la main de Star Wars. Comment ça marche ? Eh bien, cette dame, elle a été amputée du membre supérieur, d'ailleurs pas que du membre supérieur, également des deux membres inférieurs, suite à une infection très très grave. Et finalement, quand on est amputé, on a la technique chirurgicale consiste à utiliser des nerfs qui n'ont pas été complètement abîmés et qui ont eu un potentiel de repousse nerveuse pour les greffer sur des groupes musculaires pas loin du moignon d'amputation, qui sont encore viables, pour créer des signaux myoélectriques. Et on branche cette prothèse qui a des capteurs myoélectriques qui comprennent ces signaux. Et après 1 an de rééducation cérébro-musculaire, la patiente contrôle ses mouvements. Vous avez vu qu'elle les contrôle imparfaitement. Et c'est là que l'IA peut jouer un rôle déterminant, puisque finalement, il faut comprendre que c'est des signaux qui sont un peu comme des pointillés, et via l'IA, l'IA va pouvoir prédire et transformer un signal en pointillé en un signal continu, et mieux pouvoir permettre de contrôler le mouvement. Alors, il y a aussi un Learning Lab, et dans le Learning Lab, l'objectif est évidemment de créer avec Microsoft les premières sessions de formation ici des chirurgiens du monde entier aux technologies des HoloLens. Voilà, et bien écoutez, en conclusion, je voudrais dire que quand on est chirurgien et qu'on est universitaire à l'époque de l'IA, on est très heureux parce que vraiment, on a le potentiel de transformer notre spécialité comme jamais elle n'a pu être transformée jusqu'à présent. Et pour les chirurgiens orthopédistes qui s'inquiètent, vous savez, l'orthopédiste, c'est souvent celui, on dit qu'il a des poils sur les mains parce qu'il est un peu bébête. Et je dis à mes collègues, vous inquiétez pas, vous aurez toujours quelque chose sur lequel vous pourrez taper. Voilà, merci pour votre attention.
Merci à vous, Thomas Grégory. J'invite le professeur Benani à venir s'installer. Comme le professeur Thomas Grégory va devoir nous quitter, s'il y a éventuellement une ou deux questions dans la salle, on peut les prendre maintenant pendant que le prochain intervenant se prépare. Vous avez la parole. Oui. Je ne voudrais pas monopoliser le micro. Chers collègues, bravo pour cette intervention et puis en général pour tout ce que vous faites. J'ai une petite question perverse. Est-ce que les primes d'assurance que les chirurgiens doivent payer éventuellement vont baisser grâce à cette technologie ? C'est une excellente question. C'est un petit peu comme la voiture autonome. Pour l'instant, bon, il faut encore un petit peu de temps, mais c'est sûr que tout va changer. Tous les domaines qui entourent la médecine et la chirurgie vont être profondément transformés par cette révolution.